Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam. Bonsoir la salle. C'est toujours un honneur d'être parmi vous. Permettez-moi d'abord de saluer toutes les délégations qui sont venues de l'Italie, dont Raki et Astou, des compatriotes qui nous accompagnent depuis un certain temps. Je salue la délégation qui est venue de France. Je salue la délégation qui est venue de la Belgique. Je salue toutes les personnes ici présentes. Ce qui nous réunit ce soir, effectivement, c'est pour une déclaration de candidature. Une déclaration de candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Donc, nous disons, par rapport à cette déclaration de candidature, c'est quelque chose que nous avons longuement mûri, réfléchi, pensé et agi. Nous avons agi ici au niveau de la diaspora et nous avons agi au niveau du Sénégal. Pourquoi? Parce que nous vivons un monde qui est très très difficile. Les perturbations se font sentir partout, notamment en Afrique et plus précisément au Sénégal. Nous avons, pour le moment, depuis 1960, des régimes qui se sont succédés, des régimes qui ont contribué et qui ont agi par des politiques. Et ces politiques, jusqu'ici, je pense que tardent à voir le jour. À voir le jour dans les résultats escomptés, dans les attentes de la population. Par contre, ces perturbations que l'on voit partout, et notamment au Sénégal, nous sommes de ceux qui pensent que malgré toutes ces perturbations, il y a encore des opportunités à saisir. Merci. Je disais qu'il est l'heure, qu'il est temps. Il est temps pourquoi? Après autant d'essais, autant d'années, autant d'efforts et autant de budget consentis, nous en sommes encore des pays les moins avancés. Donc il n'est pas difficile de constater que tous les efforts qui ont été faits sont en vain. Et par rapport à ce temps, il y a eu des jeunes, il y a eu énormément de mouvements et d'activités qui se sont faits et qui nous font valoir quelque part les opportunités qu'il faudra saisir. Le Sénégal, comme tout le monde le connaît, c'est un pays de stabilité, un pays de sécurité, un pays où nos vaillants religieux ont montré la voie. Ont montré la voie dans la résistance, dans la résilience et dans l'organisation surtout. Pour dire que nous sommes à une ère pour le moment où nous voyons beaucoup de crispations, où nous voyons beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Pourquoi? Parce que le pays est divisé. Et je pense que de nos jours, le défi le plus ardent, c'est la réunification. On ne peut pas construire un pays dans la division. On ne peut pas construire un pays dans la séparation. Il est temps de l'unification, comme notre devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi. Il nous faut réunir les cœurs, il nous faut réunir la population, il nous faut réunir toutes les régions, tous les récits, toutes les ethnies et toutes les races. Par rapport à cette unification, je pense que ça appelle à la responsabilité de tout un chacun ici. Nous, en tant qu'acteurs politiques, les acteurs, les journalistes, la société civile et la population. Ce discours de déclaration de candidature
Nous voulons bien que ce discours puisse servir quelque part d'un début de processus pour la réunification. Il est temps parce que la population en a tant besoin. Nous allons venir par rapport à ce qui a été fait depuis 1960 jusqu'ici, c'est-à-dire le mode de gouvernance. Le mode de gouvernance que nous avons connu jusqu'ici, je pense que vous serez d'accord avec nous que c'est un mode de gouvernance basé beaucoup plus sur le corporatisme. Ça veut dire quoi? Les logiques politiques, les appareils politiques, quelque part, inhibent la majorité des idées, des grandes idées qui mènent vers l'innovation, la création, pour que le pays puisse prospérer. Et par rapport à cette énigme, nous disons qu'il est grand temps que les mouvements s'affirment. Il est grand temps que les jeunes s'affirment. Il est grand temps que ceux qui ont le savoir-faire, ceux qui doivent agir, ceux qui doivent proposer, de s'engager dans la politique, de s'engager dans les organisations, de s'engager dans les milieux associatifs. Donc nous en sommes à un échec jusqu'ici, depuis 1960, après plus de 63 ans d'existence et d'exercice du pouvoir. Pourquoi? Parce que nous avons confié nos destinées à des générations politiques qui, de par leur politique, ont tout fait sauf du développement. Ils ont tout fait sauf amener une politique cohérente, une politique qui peut mener à une population de pouvoir subvenir à ses besoins vitaux. Et là, j'en viens un tout petit peu au modèle de développement que l'on propose. Et ce modèle de développement, pour nous, doit s'articuler sur 3 pôles. Le pôle du capital humain, le pôle des réformes et le pôle des développements. Pourquoi? Parce que nous avons dit, tout simplement, parce que pour pouvoir faire un pays, pour pouvoir utiliser les ressources humaines, il faut au moins que les besoins vitaux soient satisfaits. Et les besoins vitaux, quand on parle de besoins vitaux, il ne s'agit rien d'autre que de la santé, de l'éducation, de la culture, de la religion, du sport et des ressources humaines. En ce qui concerne les réformes, ce sont ces réformes qui vont permettre, une fois que le besoin vital est accompli, de pouvoir enclencher certains processus de changement, de transformation tant attendus. Et une fois que ces transformations ont été faites, de par les réformes, à savoir les réformes institutionnelles, les réformes sur le foncier, les réformes pour apporter de la compétitivité pour l'entrepreneuriat et l'industrialisation, les réformes du transport, parce que nous avons vu la situation au niveau du Sénégal par rapport au transport, par rapport à l'urbanisme et par rapport au monde urbain surtout, tout est bloqué. Tout est bloqué, sachant que nous avons monopolisé énormément de milliards pour faire des infrastructures. Donc vous comprenez tout simplement qu'il y a un problème de cohérence, il y a un problème d'application, il y a un problème d'exécution dans les politiques étatiques. Pour revenir sur le développement, nous pensons que jusqu'ici, d'après toutes les théories que nous avons vues et tous les projets qui ont été annoncés, nous n'avons pas encore commencé le processus de développement. Quand bien même il y a un plan Sénégal émergent que nous avons exploré, que nous avons pu discuter, échanger avec les acteurs, mais malheureusement, tous les projets étatiques qui se font en l'absence de la société civile et de la population, quoique ces projets puissent être des projets bancables et rentables, efficaces, ces projets ne pourront pas voir le jour. C'est pourquoi, dans mon introduction, j'ai insisté sur le fait de l'unification, sur le fait de pouvoir mener des politiques, y associer les acteurs pour qu'ils prennent part de tout ce qui se fait. Et notamment,
Si vous voyez ce qui s'est fait depuis 1960 jusqu'ici, je reviens par rapport au bilan et au diagnostic que nous avons fait. Le rôle du président de la République. Nous sommes dans un régime hyper-présidentiel. Ce régime hyper-présidentiel pourrait être profitable pour la population si ces politiques sont harmonisées, ces politiques sont standardisées, ces politiques sont contrôlées, ces politiques sont évaluées et ces politiques sont expliquées à la population. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons jusqu'ici des dirigeants qui ont été élus, à qui nous avons confié nos destinées et qui ne nous rendent pas compte et qui ne font pas de reddition de comptes. Les redditions de comptes se font et se mettent tous au placard. Nous n'avons pas eu la chance jusqu'ici d'avoir un gouvernement, d'avoir des directions, des agences qui, fidèlement, nous transmettent tout ce qu'ils font en termes de budget, en termes de réalisation et en termes d'exécution. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, en tant que grand mouvement La Relève, il est grand temps de changer ça. Il est grand temps de changer de cap et de montrer que il est grand temps de changer, de montrer que la voie qui nous a été montrée depuis le début, cette voie n'a pas encore réussi. Et donc, il va falloir que nous tous, ici, toutes les personnes qui sont dans la salle, toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde, toutes les personnes qui nous suivent au Sénégal, de se dire que notre Sénégal est possible. Le changement, il est possible. La transformation est possible. Cependant, cela nécessite beaucoup d'efforts. Cela nécessite beaucoup de sacrifices. C'est un processus, un long processus que chacun d'entre nous devra prendre sa responsabilité pour mener à bien ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est quoi? C'est un lendemain meilleur. Pourquoi un lendemain meilleur? Parce que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des jeunes qui sont bien formés, des jeunes qui sont à l'épreuve, des jeunes qui ont montré leur talent, des jeunes qui ont montré toutes leurs compétences, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau de la diaspora. Ces jeunes n'ont jamais été donnés leur chance pour qu'ils montrent en fait de quoi ils sont capables. Et c'est le temps maintenant pour que ces jeunes puissent s'affirmer. Il est temps pour que ces jeunes puissent s'affirmer, puissent se montrer, puissent être au devant de la scène. Il n'y a pas de fatalité en soi. Être jeune ne veut pas dire que nous n'avons pas les compétences pour pouvoir diriger. Être jeune ne veut pas dire que nous n'avons pas les compétences pour gouverner. Ce qu'il faudrait, c'est être à la bonne école, avoir la bonne formation, avoir l'expérience, avoir la volonté et avoir l'engagement et la détermination. Et je pense que ces jeunes-là sont prêts. Si ces jeunes sont confiés la destinée de ce pays, je pense qu'on peut avoir une amélioration dans tout ce qui a été fait. Alors, par rapport à aujourd'hui, ce qui se passe, je vais juste dire un mot sur le continent africain. J'entends beaucoup de désespoir, j'entends beaucoup de repli. Chers compatriotes, je voudrais juste vous dire, malgré tout ce qui se passe et malgré tout ce qui se montre, je vais dire, l'Afrique est en avance. L'Afrique est en avance parce que, tout simplement, le principal problème qui posait problème pour l'Afrique, ce sont les moyens financiers. Les moyens financiers pour l'Union africaine sont à la hauteur de 67%. C'est-à-dire les États africains, aujourd'hui, ont pu réunir plus de 67% du budget pour faire fonctionner l'Union africaine. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans, voire 1960. Évidemment, il y a certaines crises qui se voient au niveau de la sous-région. Mais ces crises
ne doivent pas cacher quelque part les émergences qui se font dans certains pays d'Afrique. Les initiatives qui sont créées, notamment l'APA, qui est l'Alliance politique africaine. C'est une alliance qui propose, c'est une alliance qui donne des orientations sur le plan commercial comme sur le plan économique. Donc, ayons espoir de l'Afrique, ayons espoir du Sénégal, tout en sachant ce qui se passe, tout en ayant les bonnes informations. Nous sommes dans un monde, pour le moment, multidimensionnel, je vais dire, avec les médias, mais parfois, avoir la bonne information suscite qu'on puisse faire certaines investigations, certaines recherches, et d'avoir une vue un peu plus globale, et non pas une vue un peu plus sectorielle, où on ne montre que les pays qui sont en difficulté, où on ne montre que les pays qui sont en guerre. Donc sachez que dans tout ce qui se fait depuis une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, l'Afrique est au devant de la scène. Sur la technologie, toutes les recherches, toutes les études qui ont été faites montrent quelque part que l'Afrique devance de loin le continent européen, les États-Unis et l'Asie. Là, je parle du numérique. Toutes les croissances, malgré les crises qui sont faites, l'Afrique est en avance. Mais malheureusement, nous n'avons pas des leaders qui nous donnent ces informations et qui nous donnent cet espoir. Parce que c'est l'espoir qui nourrit, quelque part, ce que l'on veut faire. C'est l'espoir qui nourrit tous les projets que nous avons. Si l'espoir n'est pas mis au devant de la scène par rapport aux politiques qui seront mises en œuvre, il y a de grandes chances que nous sommes voués à l'échec. L'objectif du grand mouvement La Relève et l'objectif que nous voulons porter, c'est d'enrayer le Sénégal des pays les moins avancés. C'est lourd, c'est un fardeau lourd qui est possible. Qui est possible si nous donnons la chance à ces personnes qui ont cette capacité de pouvoir mener ces politiques, dérouler ces politiques, exécuter ces politiques avec le maximum d'efficacité possible. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous me direz qu'il y a énormément de projets qui ont été mis sur place. Il y a énormément d'infrastructures, des routes. Mais malheureusement, je pense que le diagnostic qu'on en fait n'est pas un diagnostic réel sur le budget qui a été alloué, sur le temps d'exécution, sur les efforts qui ont été fournis, sur les ressources humaines qui ont été engagées. À ce niveau-là, je pense qu'il va falloir qu'on fasse énormément de travail. Et il faudra que le pays et la population soient un peu plus exigeants. Un peu plus exigeants de nos dirigeants, un peu plus exigeants de ce qu'on fait, un peu plus exigeants des élus. Nous avons fait quelques diagnostics sur le fonctionnement, les services de l'État, de la primature, de la présidence. Figurez-vous que nous sommes à plus de 841 corps, avec plus de 1000 milliards qui constituent un tiers du budget du Sénégal. Pour quel résultat? Est-ce que le Sénégal fait partie des pays émergents? Non. Est-ce que le Sénégal fait partie des pays qui sont en avance? Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer. Ça veut dire qu'on ne peut plus, avec les mêmes visages, avec les mêmes hommes, avec les mêmes orientations, avec les mêmes organisations, faire confiance à ces gens qui ont montré leurs limites depuis 1960. La responsabilité du président de la République, comme je viens de le dire, c'est une responsabilité immense qui est à mesurer à sa juste valeur par rapport à l'impact et le résultat que nous voulons avoir. Le profil qui s'y est, je pense que devrait être un profil un peu plus ouvert par rapport au monde d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui, par rapport à la géopolitique, par rapport à la sous-région, dans tout ce qui est problématique, qui est la sécurité, qui touche, je pense, tout le monde.
les crises interminables. Donc l'heure n'est plus quelque part au choix que nous devons faire. Les choix que nous devons faire deviennent de plus en plus cruciaux. L'élection présidentielle de 2024, je pense que ce sera le début d'un processus par rapport à un changement. Nous y croyons fort, car nous avons été sur le terrain, nous avons rencontré les populations, nous avons rencontré les élites, nous avons pu échanger, et c'est comme ça que nous nous sommes rendus compte que l'essentiel de ce qui devrait être fait n'est pas encore fait. L'essentiel de ce qui devrait être mis en œuvre n'est pas encore mis en œuvre. Et je ne pense pas ceux qui sont là, qui ont eu à montrer leur capacité, soient capables de pouvoir mener ce changement et cette transformation. Ce changement et cette transformation viendra tout simplement d'un modèle économique, d'un modèle social. On ne pourra pas changer le pays, on ne pourra pas transformer le pays, on ne pourra pas sortir le pays des pays les moins avancés tant que nous n'aurons pas réglé le problème du chômage. Le problème du chômage constitue un défi pour toutes les nations, pas uniquement pour le Sénégal, mais ça l'est beaucoup plus pour le Sénégal. Ça l'est beaucoup plus pour le Sénégal par rapport à ce que je viens d'énoncer. Mais comme nous disons, nous faisons partie de la génération, pour nous, de tout ce qui est problème, c'est possible de le transformer en opportunité. Mais il va falloir que ces problèmes, qu'on puisse en apercevoir, mesurer les problèmes, les évaluer et faire quelque part un tableau qui nous permet de pouvoir tirer les avantages que nous avons. Les avantages que nous avons, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est les femmes, c'est les groupements de femmes qui travaillent d'arrache-pied. Que j'ai eu personnellement à rencontrer. J'ai été à la rencontre de ces femmes un peu partout au Sénégal et j'ai vu leur capacité, j'ai vu leur dévouement. Ces femmes qui travaillent le plus souvent dans un système informel, avec des groupements d'intérêt économiques qui sont quelque part un alibi pour les politiques. Les politiques s'en servent à chaque fois qu'il y a des moments comme des moments qui vont venir, c'est-à-dire l'élection présidentielle, pour pouvoir financer énormément de moyens sans pour qu'il y ait de réels projets, sans pour qu'il y ait autant qu'il y ait de réels programmes où ces femmes-là pourront voir le jour. Ces femmes, je les ai rencontrées et j'ai été surpris de la détermination, j'ai été surpris de l'organisation, j'ai été surpris de leur solidarité. C'est pour dire quelque part que nous ne démarrons pas au niveau zéro. Il y a quelque chose qui est là, un acquis qu'il faut préserver, qu'il va falloir améliorer. Et cette amélioration se fera dans la solidarité. Elle se fera dans la légalité. Elle se fera à travers les réformes qui vont être proposées. Et parmi ces réformes, nous disons qu'il va falloir de plus en plus qu'on institutionnalise toutes les associations, ici au niveau de la diaspora, comme au niveau du Sénégal. Quand je parle de légalité, il ne s'agit pas tout simplement de la reconnaissance des associations, non, c'est dans le mode de fonctionnement, c'est dans le mode de livraison, dans tout ce qui est social. Le social contribue beaucoup. Et de nos jours, rien ne peut se faire sans le social. Les politiques publiques de tous les pays, de tous les continents, ne pourront pas suffire pour développer les pays. C'est dire quelque part que le social contribue, va compléter le travail qui se fait au niveau public. Mais pour que ce social puisse contribuer, il va falloir tout simplement que ce social puisse être organisé. C'est-à-dire que ce social puisse être normalisé, que ce social puisse être fédéré ou confédéré selon les réalités et les contextes.
L'autre aspect qui me semble important, c'est les consortiums. On en parle, j'entends souvent certaines élites, y compris l'ex-président, je vais dire l'ex-président de la République, en parler. Mais il ne s'agit pas d'en parler. Je pense qu'il faut le mettre en œuvre. Pour le mettre en œuvre, il faudra des hommes, il faudra des compétences, il faudra mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et en cela, nous faisons un appel à tous, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la diaspora. Nous sommes arrivés à une ère où, au niveau des ressources humaines, nous n'avons plus à envier à aucun pays, y compris les États-Unis, voire l'Angleterre. Les Sénégalais sont partout, dans les multinationales, dans les grandes entreprises, dans les organisations. Tous ces Sénégalais doivent participer à l'édifice. Tous ces Sénégalais, par le programme que nous avons proposé, par le projet que nous avons proposé, vont avoir toute leur place pour émerger, toute leur place pour innover, toute leur place pour créer. Parce que jusqu'ici, je pense que le taux d'employabilité est encore très très faible au Sénégal. Nous avons en moyenne plus de 800 000 personnes qui travaillent sur 17 millions. C'est très peu. C'est très peu, sachant que nous avons une ressource humaine dynamique. Ces ressources humaines sont capables, à travers des projets, à travers, comme je viens de le dire, la normalisation, les réformes qui vont être proposées, d'y voir le jour pour participer au développement du Sénégal. C'est toutes ces raisons qui ont fait quelque part que j'ai décidé de me lancer et j'ai décidé de poser ma candidature à l'élection présidentielle. Beaucoup plus d'ambiance, s'il vous plaît, dans la salle. C'est le message qu'on attendait, c'est le message qu'on voudrait entendre. Et ce message vient d'être dit, le message vient d'être donné, il vient d'être lancé. Et c'est pas tombé, j'espère bien, dans l'oreille des sourds. Nous sommes là tout oui, prêts à décrocher le ciel s'il le faut. Hein? Excellence, félicitations en attendant. Et bon courage, parce que le terrain, il est parsemé d'embûches. Et nous sommes là pour vous y amener, vous y accompagner. Merci beaucoup, Moda. J'ai décidé de poser ma candidature. Pourquoi? Ça fait un moment, de par l'expérience professionnelle, nous avons eu la chance de voyager. Nous avons eu la chance de travailler dans des domaines diversifiés. Passant par la Belgique, l'Angleterre et aujourd'hui le Luxembourg. Nous avons eu la chance d'exercer dans des domaines pointus, dans des domaines qui touchent à l'économie de façon générale. Nous avons eu à intégrer les coopérations de développement bilatéraux entre la Belgique et le Sénégal, où nous avons participé dans les projets de développement, où nous avons permis à certaines structures, à certaines entreprises de pouvoir bénéficier de financements et d'exécuter leurs projets. Nous avons eu la chance d'intégrer les associations aussi bien au niveau de l'Angleterre qu'au niveau du Luxembourg. Pourquoi? Ça nous a permis de voir l'énormité des besoins, l'énormité de ce qui nous attend, l'énormité de ce qu'il faut combler pour espérer un développement, pour espérer une croissance, pour espérer une émergence. Et nous nous sommes dit qu'il fallait terminer par la politique. Et c'est cette politique-là qui permet, à un moment donné, de pouvoir s'en servir par rapport à toutes ces expériences qui ont été vécues, tant sur le plan associatif, sur le plan professionnel, sur le plan de la coopération. Chers compatriotes, je pense que
le Sénégal peut réussir. Le Sénégal peut réussir par rapport à ses atouts au niveau des ressources humaines. Le Sénégal peut réussir par rapport aux ressources naturelles. Le Sénégal peut réussir par rapport au climat. Le Sénégal peut réussir parce que nous faisons, il y a 365 jours sur 365, il y a le soleil, il y a le climat. Le Sénégal, c'est plus de 700 km de côte. Il y a la mer. Donc, qu'est-ce qui nous reste finalement? Qu'est-ce qui n'a pas été fait depuis 1960 jusqu'ici? Où se trouve le problème? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que nous ne pouvons pas avoir l'autosuffisance alimentaire? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous avons le taux d'employabilité le plus faible en Afrique? Donc tous ces problèmes méritent des réponses. Et je pense que la population du Sénégal mérite plus que ça. Mérite plus que ça parce que ces populations ont été tout le temps derrière le peuple, ont été tout le temps derrière les élus. Mais il est arrivé un moment où nous voyons que ces populations, parfois, je pense qu'ils sont beaucoup plus avancés par rapport à nos élites et nos leaders politiques. Et nous croyons que cette population, s'y croit au projet du grand mouvement La Relève, un autre Sénégal peut voir le jour. Bravo. Je vous remercie vivement d'avoir participé par rapport à cette cérémonie. Je remercie toutes les personnes qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. Je remercie particulièrement la délégation d'Italie, qui est venue d'Italie. Je remercie la délégation de France. Je remercie la délégation de Belgique. Je remercie ceux qui nous ont permis de pouvoir avoir cette conférence ici, dans cette salle, qui est aussi un produit sénégalais qu'il faut encourager. C'est l'heure de la solidarité, c'est l'heure de l'unification. Je vous remercie tous. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.